La dernière étape de notre séminaire autour du CEP et non des moindres parmi les étapes du programme de ce jour, puisque nous accueillons André Chauvet qui va prendre la parole dans quelques instants. Alors pour introduire ton intervention, André, je souhaitais simplement rappeler que en Grand Est depuis 2019, et ça peut répondre à certaines remarques, certains commentaires qui sont apparus dans le chat ce matin. Nous organisons en fait des rencontres mensuelles interopérateurs CEP, où les 5 opérateurs du CEP et du Grand Est sont représentés. Donc, ces rencontres accueillent des conseillers des 5 opérateurs. Et l'objectif, justement, de ces rencontres, c'est de proposer des temps d'échange croisés sur les pratiques, sur le vécu du service, sur les situations qu'ils peuvent rencontrer et où on échange sur les préoccupations aussi du professionnel lui-même. En 2021, à l'occasion de la situation de crise sanitaire, il a été proposé, en concertation avec les opérateurs du CEP en Grand Est, d'aller mener une enquête auprès des professionnels sur l'impact de l'usage des modalités à distance sur les pratiques du service lui-même. L'enquête a été menée et nous avons recueilli en fait 40 réponses de 40 conseillers représentatifs des 5 opérateurs. À cette occasion, ce qu'il en est ressorti, c'est que l'entretien en présentiel garde largement la préférence du praticien. À 90%, les conseillers gardent la préférence pour de l'entretien en face à face. Par contre, le distanciel représente, notamment dans la situation de crise, de confinement qu'on a pu connaître, représente clairement un moyen de conserver le lien avec les personnes, mais les conseillers constatent d'eux-mêmes que ce lien est modifié. Il est jugé plus difficile de nouer une alliance, de nouer un contact de qualité et durable, qu'il y a dans l'usage des modalités à distance une perte de fluidité, et voire même de richesse dans les échanges entre le conseiller et les personnes, les échanges étant jugés plus superficiels. Donc on voit bien que l'usage d'une modalité à distance a eu principalement un impact sur la dimension relationnelle entre le conseiller et le bénéficiaire, notamment avec une perte identifiée par les conseillers des éléments non verbaux qui peuvent se présenter à l'occasion d'entretiens en présentiel. Donc les changements qu'a provoqué le recours aux modalités à distance sont principalement des changements au niveau de l'organisation du travail et au niveau des outils employés par les conseillers lors des accompagnements. Cependant, les conseillers en évolution professionnelle soulignent l'agilité que demande l'apparition de ces modalités ou le renforcement de l'usage de modalités différenciées, et notamment des modalités à distance. En gros, ils constatent qu'ils peuvent très bien passer d'une modalité à l'autre tout au long d'un accompagnement, et ce n'est pas nouveau, ça existait déjà avant les périodes de confinement, mais que ces changements de modalité ont un vrai impact sur leur posture, leur demande d'ajuster les modes de communication, ne communiquent pas tout à fait de la même manière en présentiel qu'on va le faire par écrit ou à distance, et ils doivent aussi également adapter leurs méthodes et les outils qui peuvent être employés quand il s'agit d'utiliser des méthodes ou des outils distanciés. Ce que nous avons pu observer là spécifiquement sur la question de l'usage des modalités à distance amène à une réflexion plus globale autour du service. C'est que le CEP qui s'inscrit dans un environnement socio-économique changeant, qui doit s'adapter justement à différents aléas imprévus de l'environnement social, économique, et là on le voit même à un niveau sanitaire. La personnalisation du service qui est attendue en réponse aussi à tous ces éléments-là est vraiment mise en question, et on a pu le voir à l'épreuve des confinements et de la continuité de service assurée à distance. Donc les questions finalement qui peuvent alimenter ton intervention et les débats pour vous qui nous suivez à distance pour le chat, à quelles conditions finalement le service peut-il s'adapter à ces mutations globales de l'environnement, et est-ce qu'il y a une possibilité dans une certaine mesure d'anticiper des évolutions qui seraient à venir? Donc là on arrive cet après-midi
plutôt sur la question du CEP de demain, si on peut s'y projeter. Comment le service peut encore s'adapter à des évolutions à venir. Et très généralement, c'était déjà une des questions d'ouverture du séminaire, comment on peut être amené à sécuriser des parcours dans un environnement qui peut paraître aussi instable. André, je te laisse prendre la suite, te présenter aux besoins. Merci beaucoup, donc Dimitri, ravi d'être avec vous et je vais essayer d'être dans la continuité de tout ce qui a été évoqué ce matin par Françoise et Nathalie. Alors suite à cette présentation, peut-être juste dire, puisqu'on va faire un peu de science-fiction cet après-midi, c'est-à-dire qu'on va essayer d'imaginer alors un service de conseil en évolution professionnelle tout au long de la vie, mais peut-être qu'il ne s'appellera pas comme ça à un moment ou à un autre. Donc les références qui vont être les miennes sont bien sûr le CEP actuellement, mais c'est sans doute toutes les prestations de services qui introduisent du conseil et de l'accompagnement tout au long de la vie pour les personnes en situation d'interrogation sur qu'est-ce qu'elles pourraient, quel scénario elles pourraient construire dans cette situation-là. Un deuxième point, il y a des éléments que je vais nommer qui peuvent être perçus comme critiques, comme jugeants, etc. Et en l'occurrence, qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Il y a pour travailler au quotidien avec des professionnels du CEP, je connais à la fois leur investissement et leur talent. Et en étant moi-même un ancien professionnel du conseil et de l'accompagnement, je connais à la fois la richesse de cette activité et les difficultés à les mettre en œuvre dans des situations chaque fois singulières. Mais de la même façon, dans les propos que je peux tenir, cela pourrait être perçu comme un jugement sur la qualité ou la pertinence du cahier des charges. Et encore une fois, l'idée n'est absolument pas celle-là, c'est plutôt d'essayer, dans une approche justement holistique, de prendre en compte la grande variété des critères et des facteurs qui sont à l'interaction et essayer de voir par rapport à ça s'il y a des lignes de force qu'on pourrait tirer aujourd'hui, lesquelles on pourrait tirer. Et à un moment donné de mon intervention, je vais essayer d'apporter un éclairage, c'est-à-dire de mettre le projecteur sur un certain nombre d'éléments qui me paraissent aujourd'hui soit mis dans l'ombre, en fait, soit peu évoqués et soit, de mon point de vue, relativement significatifs. Alors, ça, c'est vraiment un préambule très général. Je vais essayer de couvrir mon intervention autour de trois questions, en fait. La première question, elle renvoie vraiment sur comment conduire sa vie compte tenu de la multiplicité des transformations à l'œuvre, de la rapidité des transformations à l'œuvre, et je rajouterais de l'imprévisibilité des transformations à l'œuvre. Qui sommes-nous aujourd'hui pour prédire quel sera le service dans 2 ans quand on voit simplement les impacts qu'a pu avoir la pandémie sur 24 mois et tout simplement les effets multiples et enchaînés sur la guerre actuelle et la multiplicité des processus de transformation des décisions individuelles en quelques jours. Donc on voit bien que ce qui est en train de se jouer ici, c'est essayer d'anticiper des choses dont finalement les lignes de force sont aujourd'hui pas réellement visibles. D'ailleurs, vous avez tous repéré que pendant la pandémie, on a beaucoup reproché à nos gouvernants de naviguer à vue. Et je suis en train d'écrire un article aujourd'hui qui s'appelle « L'art de naviguer à vue », c'est-à-dire considérant que peut-être la navigation à vue est un enjeu compte tenu de l'incertitude ambiante. Donc ce que je vais essayer de faire dans un premier temps, c'est peut-être approcher la question des transitions professionnelles. Et juste, petit aparté, vous avez sans doute remarqué le changement de sémantique d'il y a quelques mois, où tout à coup, juste après la crise de Covid, on n'a plus parlé d'évolution professionnelle, on a moins parlé de transition professionnelle et on a parlé de reconversion professionnelle. La sémantique est rarement neutre. À partir du moment où on change de vocabulaire, ça veut dire que les intentions qui sont en arrière-plan sont des intentions de flux de public, et on voit bien que la question de la reconversion des personnes dans des secteurs potentiellement menacés ou en difficulté vers des secteurs professionnels qui seraient aujourd'hui en tension est une préoccupation de politique publique à la fois tout à fait respectable, mais qui pose des questions à la fois d'ingénierie de politique publique et plus généralement d'accompagnement des personnes qui ont à vivre cette situation-là. Donc juste, on va essayer de regarder ces différents éléments de transition pour essayer de les réfléchir ensemble, tout simplement d'avoir une distance par rapport à elles et de repérer plus précisément comment se jouent ces transitions. Alors, je ferai écho aux interventions de Nathalie et de Françoise ce matin, bien sûr, puisque là, on a des données, à la fois des données de recherche, des données qui sont à la fois éclairantes et inspirantes. Je m'inspirerai aussi des 2 dernières publications de France Compétences, justement sur les transitions professionnelles, à la fois sur la question
au fond, est-ce qu'on n'est pas dans une vision un peu prototypique des transitions professionnelles, et est-ce que la réalité n'est pas finalement beaucoup plus hybride, beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile finalement à prototyper, à généraliser, et j'apporterai quelques éléments d'éclairage par rapport aux travaux qu'on mène nous-mêmes, à la fois dans le collectif Kelvoa, dont je suis un peu à l'origine, et aussi dans mon travail au quotidien avec les intervenants du CEP, ancienne version du CEP, nouveau cahier des charges. Le deuxième élément qui sera en lien direct avec ce que vient d'évoquer Dimitri, c'est la question de on a tous fait l'expérience redoutable, moi comme vous, de passer d'un mode de la présence comme centrale à un mode de la distance comme contrainte. Et les résultats que tu as énoncés en Grand Est, quand on a fait nous-mêmes un travail auprès des professionnels, on a à peu près les mêmes données. C'est-à-dire qu'au fond, la considération que le distanciel, et je ne parle pas du multimodal dans un premier temps, le distanciel est un mode potentiellement dégradé puisqu'on ne peut pas faire la même chose que ce qu'on peut faire dans la rencontre, et je valoriserai suffisamment la rencontre dans mon propos pour dire effectivement on ne peut pas faire la même chose. Mais est-ce que la question est de faire la même chose? Et il me semble que j'essaierai d'aborder la question de la multimodalité, comme on le fait aujourd'hui dans le champ de la formation finalement, alors qu'on s'en est finalement relativement peu inspiré avant la période Covid dans les métiers du conseil. Il n'y a pas réellement d'ingénierie du conseil et de l'accompagnement à distance réellement documentée aujourd'hui en France, et on voit bien que cette question-là est nouvelle. Alors pour une raison et un constat très simple, alors qu'on retrouve un petit peu dans l'étude, c'est qu'au fond, et je dirais que le surcoût des déplacements aujourd'hui va remettre sur le devant de la scène la question du déplacement comme nécessaire ou pas. Est-ce que ici, je vais me déplacer et faire 4 heures de route pour rencontrer 6 personnes dans un atelier collectif? On voit bien que la question du distanciel, elle va peut-être être prise en compte selon des paramètres et des facteurs tellement nombreux que du coup la question de l'ingénierie multimodale va être au centre de tout ça. Et puis je terminerai en essayant de recentrer mon propos autour des questions de personnalisation du service. Alors on a joliment intitulé mon intervention sur vers une inventivité circonstancielle, j'arrive même plus à le dire, vous voyez. Je trouvais que c'était une jolie formule, en fait, Dimitri, j'en suis très content. Je ne suis pas encore sûr vraiment de ce qu'elle veut dire, mais en tout cas, on va essayer de décliner la question de la personnalisation avec les ambiguïtés qu'a fort bien noté ce matin Nathalie, c'est le fait qu'un excès de personnalisation peut renvoyer à la responsabilisation accrue vers la personne qui aurait toute latitude et donc toute liberté et donc toute responsabilité pour pouvoir s'imputer la responsabilité de ces échecs potentiels. Et vous avez bien compris que, comme dit mon ami Jean-Pierre Boutinet, la responsabilité est parfois trop lourde. Et donc du coup, est-ce qu'il y a une réflexion à mener sur la juste responsabilité acceptable par la personne et le simple fait de mettre à sa disposition des outils et des ressources? Et est-ce que c'est ça qu'on va appeler la liberté? Est-ce que c'est ça qu'on va appeler l'autonomie? Et du coup, est-ce que dans ces conditions, le CEP peut garantir un service pour tous et partout? Je terminerai là-dessus. À quelles conditions pour tous et partout, pour permettre à toute personne de conduire sa vie professionnelle? Alors, je rajoute, en reprenant la formule d'Amartya Sen que j'aime beaucoup, c'est-à-dire pour permettre à chaque personne de vivre une vie qui a de la valeur à ses propres yeux. Et à ses propres yeux me paraît peut-être la question qui va être centrale, parce que du coup, dès qu'on va parler de reconversion, se pose la question du regard de qui et de la volonté de qui dans des systèmes qui sont forcément, où toutes les personnes qui sont concernées ont des enjeux, ont des responsabilités, ont des indicateurs qui ne sont pas les mêmes. Et la conciliation de ces indicateurs-là de performance montre bien qu'il y a sans doute un débat à avoir, alors à la fois entre les personnes, bien sûr, et écouter les personnes me paraît central, les professionnels de terrain qui sont confrontés finalement à un moment donné à de multiples injonctions finalement, parce que les indicateurs de performance du service ou les indicateurs de conformité du service ne sont pas forcément à la mesure et synchronisés avec la réalité des situations singulières qu'ils peuvent rencontrer quotidiennement. Et pour connaître ces situations, je vois bien à quel point tout cela est complexe pour les intégrer dans un service déjà prédéterminé, et à quelles conditions finalement on peut construire collectivement, alors co-construire, même si la formule est un peu pompeuse aujourd'hui, co-construire quelque chose qui serait chemin faisant, sans cesse régulé, dans un processus plutôt vertueux de vérifier qu'au fond on est bien en veille sur les usages des personnes, bien en veille sur les besoins, les chaos et éventuellement aléas de l'environnement,
l'environnement est bien en veille sur la capacité à tout le temps permettre à la personne d'aller, de conduire sa vie professionnelle, avec vraiment l'idée de conduire sa vie professionnelle dans une approche clairement holistique. Quand on regarde l'étude publiée par France Compétences sur les trajectoires professionnelles, pour nous, il y a une forme d'évidence, c'est-à-dire qu'au fond, on ne décide pas d'un côté la question professionnelle et d'autre côté la question de la vie privée. On fait des arbitrages incessants entre son lieu géographique, son habitation, les études de ses enfants, son niveau de responsabilité, son niveau de salaire. Et il me semble que ces arbitrages permanents sont aujourd'hui d'une grande complexité, qui peuvent sans doute inciter la plupart des personnes aujourd'hui à estimer que le statu quo est la meilleure solution. Et du coup, ça pose immédiatement un problème. Quand quelqu'un utilise un service et qui choisit le statu quo, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir alimenter un tableau Excel qui nous permettrait de penser qu'on a produit un changement. Et ça pose vraiment la question d'indicateur de performance d'un service qui peut être réduit soit à un service d'information qui serait juste là pour informer les gens sur les dispositifs, soit au contraire un service qui donne l'obligation finalement aux professionnels de produire du changement social, comme si aujourd'hui, changer professionnellement était quelque chose qui était simple. Voilà, c'est ce que je vais essayer de faire dans les quelques minutes. Dimitri m'arrêtera quand j'aurai dépassé mon temps de parole et quand la chance de rater mon train sera augmentée. Voilà, mais du coup, c'est vrai qu'on fait ça devant une caméra, c'est un peu compliqué parce qu'on n'entend pas les rires des gens, surtout qu'on ne sait pas si quand on fait une vanne, les gens l'entendent. Voilà. Du coup, j'ai 3 parties et je vais faire un préalable. Alors, je m'excuse, mes préalables, pour ceux qui me connaissent, ils sont toujours un peu longs. Hein. C'est pour ça que j'ai pas fait de diaporama. Alors, je voudrais qu'on ait bien en tête quelque chose qui me paraît central aujourd'hui, c'est que l'incertitude est une norme. C'est-à-dire qu'au fond, dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce que je vais raconter, de tout ce qui se joue aujourd'hui, il y a quelque chose qui me paraît totalement central, c'est que le risque est toujours en fond d'écran. Et dans l'étude de France Compétences, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle l'étude montre très bien, dans les interviews des 5000 personnes notamment, c'est qu'au fond, les personnes qui ont fait l'expérience de la transition, qui ont fait l'expérience de la prise de risque, finalement sont d'une certaine façon plus à l'aise dans les transitions professionnelles parce que quelque part, ils ont fait une expérience positive ou pas très positive, en tout cas de se confronter à quelque chose qui est finalement un processus de changement. Donc ça veut dire que la question du risque, pour quelqu'un qui va se reconvertir professionnellement de façon potentiellement radicale, c'est-à-dire en laissant quelque chose pour trouver quelque chose qui est potentiellement inconnu, et aujourd'hui, on pourrait dire accentué, amplifié par l'environnement dans lequel on est. Alors, c'est l'air d'une banalité de dire ça, mais ça veut juste dire que la question du risque devient un objet de travail. Et si le risque est un objet de travail, ça pose la question de comment, dans le cadre du CEP, qu'on soit dans l'unité d'œuvre 1 ou dans l'unité d'œuvre 2, comment on le travaille, comment on le nomme, comment on le qualifie, comment on peut prendre en compte cet élément-là. Deuxième chose qui me paraît très frappant dans toutes les discussions, notamment dans la presse pas très spécialisée sur la question des transitions professionnelles, c'est qu'au fond, on a un prototype de reconversion professionnelle avec finalement l'idée d'élaborer un projet, de le construire, de le vérifier avec une planification, avec les moyens adéquats. Et puis une fois qu'on est sûr du but, on fait le plan. Et une fois qu'on est sûr du plan, on vérifie si les moyens sont adéquats, on obtient le financement et tout irait bien. Ce qui veut dire que c'est un travail considérable sur des durées relativement longues qui nécessitent de la maturation. Ce que nous montre très bien l'étude de France Compétences, c'est qu'au fond, c'est un prototype, ça existe, mais c'est nécessairement pas l'ensemble des situations. On a des situations de reconversion qui sont beaucoup plus opportunistes, qui sont beaucoup plus liées finalement aux circonstances, donc des choix circonstanciels, et qui au fond, c'est pas parce que ce choix est opportuniste qu'il est d'une certaine façon radical et qu'il est au fond faiblement maturé, qu'il ne permet pas finalement des choses tout à fait valorisantes aussi. Ce qui pose très clairement la question de se reconvertir professionnellement, est-ce qu'on sait ce qui va nous arriver ? Ben non, on ne le sait pas tant qu'on n'y est pas. Ce qui veut dire que la question même de la construction du sens du parcours professionnel pose immédiatement, là aussi dans notre imaginaire collectif, on se dirigerait spontanément vers quelque chose qui produit du sens pour nous. Ce qu'on perçoit aujourd'hui très nettement, c'est que le sens, il est aussi construit dans l'interaction avec la situation de travail nouvelle. Ce qui veut dire qu'il y a des destinations sans doute qu'on va s'interdire parce que les représentations qu'on en a sont forcément imaginaires, éventuellement péjoratives, et dans lequel on peut aussi avoir une belle aventure professionnelle. Ce qui veut dire que la question de l'obsession du projet professionnel et de l'obsession de la maturation, comme étant une condition sine qua non de la réussite d'un projet professionnel, elle est finalement relativement réinterrogée dans cette étude-là, qui du coup est une étude interrogeante
qui nous interroge parce que justement, elle pose la question est-ce que c'est si simple? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas des processus qui sont simultanés? Est-ce qu'il n'y a pas des projections temporelles qui sont en même temps de niveaux différents? C'est-à-dire, je peux à la fois choisir de rentrer dans un dispositif parce que finalement, je peux y entrer, ne pas savoir très précisément ce que je peux en faire, mais en même temps construire quelque chose chemin faisant dans lequel des portes s'ouvrent, des portes se ferment. Au fur et à mesure, cette situation évolue. Pourquoi? Parce que simplement, ce qu'on éprouve depuis 24 mois, c'est une navigation à vue dans laquelle on ne peut pas prédire les éléments qui vont pouvoir s'organiser dans les mois qui viennent. Donc le fait de faire cette expérience quasiment existentielle de la capacité à ne pas pouvoir maîtriser ce qu'on va décider, elle a nécessairement des impacts sur les situations des personnes. Ce qui veut dire que ce raccourcissement des temporalités de projection va immédiatement amener les personnes à finalement prioriser, j'y reviendrai sans doute beaucoup, le fait qu'il est assez légitime aujourd'hui que les gens interrogent les dispositifs. Pourquoi? Parce que par nature, les dispositifs sont des réponses opérationnelles et du coup, dont la réponse peut être plus immédiatement mobilisable. Et quand vous allez interroger quelqu'un sur le fait qu'il veut solliciter tel type de dispositif, on a très très vite envie de lui dire « oui, mais pourquoi faire? C'est un moyen, c'est pas un but. » Et en fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui vont fabriquer ce qu'on peut appeler, François Julien, le philosophe cité ce matin par Françoise, dirait on fabrique des sous-buts, en fait, qui sont en fait des moyens, mais qui sont des sous-buts, c'est-à-dire qui permettent d'éviter le statu quo, mais qui me permettent éventuellement de me permettre la réversibilité de la situation dans laquelle je suis. Donc, ce qui veut dire que la question de la longueur de la maturation du projet et sur la distinction entre les moyens et les fins, j'y reviendrai un petit peu, pose vraiment question dans l'accompagnement des parcours professionnels. Et on pourrait dire que, de façon relativement synthétique, tout ça se syncrétise dans la relation qu'on peut avoir in situ immédiatement avec une personne qui peut nous solliciter sur un dispositif de formation, mais qui, en fond d'écran, a sans doute des milliers de questions parallèles et qu'il va nous falloir, d'une certaine façon, à la fois écouter, parce que l'écoute est centrale, Nathalie l'a bien évoqué, mais en même temps, d'une certaine façon, hiérarchiser les questions, parce que si on n'arrive pas à écouter la situation de façon suffisamment pertinente, on voit bien que le risque qu'on a, c'est qu'on prenne le premier moyen qui soit à disposition. Un autre élément d'enjeu dans l'environnement dans lequel on est, c'est effectivement, Nathalie l'a évoqué ce matin, c'est que les excès de personnalisation peuvent nous amener à penser que la personnalisation d'un service, c'est uniquement la relation individuelle. Et je reviendrai vraiment sur cette question-là. Ce qu'on observe aujourd'hui, j'étais dans le réseau d'émissions locales hier, et on voit bien qu'on a une partie du public aujourd'hui qui va éprouver une grande satisfaction à appartenir à une communauté, à pouvoir y contribuer et à apporter à la fois de l'entraide à ses propres collègues et à recevoir de l'entraide de ses propres collègues, dans un cadre parfaitement personnalisé. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une ambiguïté notionnelle sur laquelle il faudra qu'on revienne. Ça veut dire qu'à un moment donné, personnaliser, ça ne veut pas dire uniquement recevoir physiquement dans un bureau, dans un temps dédié, une personne que je vais écouter et pour laquelle on va élaborer quelque chose. Entre nous, dès qu'on va introduire du multimodalité, ça veut dire qu'on va considérer que l'essentiel de travail ne se fait pas uniquement pendant cette relation-là, mais le travail va se faire à la fois pendant ce temps et ce lieu, mais aussi dans tout ce que ce temps et ce lieu permettent de faire quand le professionnel n'est pas là. Et il me semble que là, on est dans une dimension processuelle, pour reprendre François Julien, qui va beaucoup nous intéresser. Le service n'est pas réductible simplement à la question du face-à-face. Du coup, ça réinterroge ce que tu disais, Dimitri, sur moi-même. Je peux privilégier, bien sûr, la relation de face-à-face avec les personnes dans un environnement plutôt sécurisé, plutôt finalement tranquille, dans lequel la confidentialité est préservée, etc., etc. Mais je vois très très bien que, d'une certaine façon, cette modalité va générer une posture professionnelle de ma part et une posture professionnelle de la personne qui vient me voir, qui, d'une certaine façon, peut, et on le sait tous, prédéterminer les rôles. Donc du coup, à partir du moment où on prédétermine les rôles, on voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément se dire. Alors ce qui nous a beaucoup frappé, puisqu'on a mené un travail pendant le confinement, c'est qu'un certain nombre de personnes, finalement, ont trouvé du plaisir à discuter avec le conseiller en évolution professionnelle parce qu'il voyait le chat qui passait à l'arrière et du coup c'était une personne, quoi. C'était pas uniquement un professionnel et en fait les relations alors ce que moi j'ai appelé la connivence, c'est-à-dire que le simple fait qu'on puisse
distinguer ce qui est de l'ordre d'un professionnel et une personne, du coup, c'est une personne d'abord. D'ailleurs, Nathalie l'a dit, on reconnaît son prénom, on se rappelle de son prénom, on ne se rappelle pas de son institution. Donc ça pose toute la question de la solennité d'un entretien formel et éventuellement de la dimension informelle d'un autre mode de relation. Et je reviendrai beaucoup, c'est-à-dire qu'au fond, le côté multiforme d'un service, il doit prendre en compte la multiplicité des usages sociaux, et j'y reviendrai sur cette partie-là parce que ça me paraît un élément très important. Alors, si je continue dans mon préalable qui est un peu long, excusez-moi, ça veut dire que quand on regarde l'histoire des modélisations des services depuis le début des cahiers des charges, c'est-à-dire qu'on retrouve des débuts de cahiers des charges dans les années 75, excusez-moi, je les ai tous étudiés depuis 30 ans, hein, enfin, c'est l'avantage d'être vieux, elles sont tous fondées sur une prédétermination de l'organisation du service, avec quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il y a une prédétermination de la profondeur progressive. C'est-à-dire qu'on définit des niveaux de service qui sont plutôt de l'information, puis après du conseil, et puis éventuellement de l'accompagnement, etc. Quand on regarde l'histoire de nos métiers-là, on voit bien qu'il y a finalement un prototype d'organisation des services qui prédétermine l'idée que toute personne qui a un projet d'évolution professionnelle devrait en passer par ces différentes phases. C'est pas ce qu'il y a dans le cahier des charges, hein, mais c'est toute l'histoire des cahiers des charges. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a sans doute une désynchronisation entre la hiérarchisation des services tels qu'on les pense, qui seraient les meilleurs pour la personne, et la réalité des situations hybrides des personnes pour lesquelles, finalement, cette progressivité de profondeur peut ne pas convenir, puisqu'on a très très bien vu dans le CEP, il y a des personnes pour lesquelles, finalement, une analyse partagée de situation va être tout simplement difficile parce que c'est pas ce qu'elles souhaitent. Ce qu'elles souhaitent dans un premier temps, c'est de repérer peut-être leur chance de pouvoir bénéficier d'un financement de formation, et peut-être que ce niveau de profondeur peut leur suffire à ce moment-là. Donc ça veut dire que identifier a priori des prototypes de niveau de service qu'on pourrait identifier peut ne pas correspondre à la manière dont l'individu va rentrer lui-même dans le service. Donc ce qui posera une question de personnalisation sur laquelle je reviendrai beaucoup à la fin, c'est-à-dire qu'au fond, comment on peut penser la personnalisation d'un service alors même qu'on a un prototype de personnalisation qu'on va d'une certaine façon imposer aux professionnels et imposer aux personnes. Là encore, c'est pas du tout un jugement, c'est toute l'histoire des services qu'on retrouve partout en Europe aujourd'hui, où on a tous cette interrogation-là. Puis un autre élément prototypique, c'est pour ça que je dis souvent c'est la fin des prototypes en fait, c'est le prototype de la demande et des besoins, quoi. C'est-à-dire qu'en fait il y aurait des prototypes de demande, des prototypes de situation, etc. Et enfin, en fait, ce qui nous frappe aujourd'hui quand on écoute des protocoles d'entretien, c'est le fait qu'il y a des gens qui sont plusieurs prototypes en même temps, le en même temps n'est pas qu'une erreur de langage, ça veut dire en même temps, je peux être en même temps très envie de faire quelque chose et en même temps très peur de faire quelque chose, je peux avoir en même temps envie que ça aille vite et envie de maturation, je peux en même temps être dans une logique de fuir à tout prix et en même temps dans une logique de ne pas savoir ce que je vais faire dans la situation. Donc la question de la prototype de demande est très... et peut-être le cœur même du CEP, c'est-à-dire permettre à la personne d'y voir un peu clair, finalement, dans les paradoxes qu'elle a elle-même à gérer à l'interne. Donc on parle beaucoup des injonctions paradoxales que nos organisations, que la politique publique peut générer du côté des professionnels, mais n'oublions pas que nous avons nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, des paradoxes qu'il nous faut gérer, et la période Covid a été une période très propice à nos propres... on a très envie de rencontrer les gens, mais on peut aussi avoir très peur. On peut avoir envie d'aller chanter et en même temps ne pas y aller parce qu'on a peur. Donc c'est le fait d'être en même temps envie de partir, envie de rester, etc., me semble une expérience collective et individuelle qu'on a fait pendant le confinement qui a laissé des traces et on le voit aujourd'hui sur le public jeune. Puis deux derniers points de préalable. Une des grandes questions des modèles sur lesquels on a fondé les questions de transition professionnelle, c'est vraiment l'articulation des moyens fins. C'est-à-dire on fait une distinction, la fin qui serait... La destination, c'était intéressant ce matin sur où s'arrête le voyage. Est-ce qu'il y a une destination? Mais non, on est dans une logique où il n'y a pas de destination. Donc si vous voulez, je donne une petite anecdote. J'ai une collègue qui m'a envoyé un mail cette semaine en me disant « Monsieur Chauvet, est-ce que vous faites toujours du bilan de compétences parce que j'occupe ce poste depuis 20 ans et puis là, il faut que je prépare les 20 ans qui viennent. » C'était rigolo comme demande, c'est-à-dire il faut que je prépare les 20 ans qui viennent. Ça voulait dire que du coup, là j'ai une première étape du voyage, je vais faire un deuxième voyage. Et il me semble que du coup, la pensée chinoise peut nous aider là-dessus. C'est-à-dire que si on considère que la question du but et des moyens, c'est une itération permanente et que la question du parcours devient centrale, ce qui va compter, c'est la capacité de faire un voyage dans lequel finalement on construit petit à petit, chemin faisant, quelque chose qui va nous intéresser. Donc ça veut dire que l'articulation moyen-fin,
qui est intéressante en termes de planification économique et financière, tout simplement, hein, parce que ça peut rentrer dans un tableau Excel, elle est aujourd'hui décalée par rapport au nombre d'aléas qui interviennent. C'est-à-dire qu'à un moment, je peux en fait avoir des fins intermédiaires ou avoir des moyens intermédiaires. Je peux aussi construire le voyage finalement avec plusieurs étapes. Et puis je peux aussi, et j'y reviendrai sans doute, prendre des chemins de traverse, c'est-à-dire considérer qu'il y a des stratégies de détour aujourd'hui qui peuvent être pertinentes. Et encore, et en l'occurrence, un secteur en tension dans l'environnement qui est le mien, peut-être que ça peut être une opportunité circonstancielle que je vais saisir, mais je vais la saisir pourquoi? Non pas parce qu'elle me comble en termes de sens du travail, mais peut-être parce qu'elle répond à un certain nombre de préoccupations qui sont les miennes dans cette situation. Et pourquoi je vais la saisir? Parce que je l'intègre comme un moyen dans un parcours qui peut être vertueux et pour me permettre peut-être de faire plus tard quelque chose qui va m'intéresser. Donc ces logiques de veille, ces logiques de maturation, etc., sont très intéressantes à observer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la plupart des modèles sur lesquels on a fondé, alors qu'on retrouve de façon très hypertrophiée en France, ils sont fondés sur 3 idées. Focalisation, maturation, planification. Et ces 3 idées-là, elles viennent finalement percuter ce qu'on pourrait appeler des processus cognitifs qui sont plus velléitaires, tout simplement, hein, et notamment l'immédiateté. Et ce que j'appelle moi la velléité itérative, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai discuté le coup avec le conseiller CEP ici, puis là j'ai vu une vidéo sur tel truc et je reviens le coup d'après, j'ai une autre idée. Est-ce que c'est perturbant? Ben non, ça s'appelle une velléité, c'est-à-dire que le nombre de ressources à disposition aujourd'hui est tel, et l'hésitation par rapport au choix est telle, qu'un certain nombre de personnes aujourd'hui vont considérer qu'il ne faut pas décider trop vite, donc il faut peut-être essayer de trouver d'autres opportunités qui peuvent convenir. Alors, je voulais dire ça en préambule parce que d'une certaine façon, c'est pour montrer la complexité de la situation CEP et d'une certaine façon les enjeux perçus par les personnes dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'au fond, ne pas faire n'importe quoi, ne pas me tromper de voie. Quand on regarde aujourd'hui la manière dont les personnes vont parler de ça, on voit bien qu'il y a une peur panique d'un chemin irréversible, de prendre la mauvaise voie, etc. La presse en rajoute là-dessus. Chez les adolescents, on a un Parcoursup dans lequel on va mettre la pression sur tout le monde, avec une idée finalement un peu naïve de considérer que définitivement, si la situation que vous choisissez ou que vous rencontrez à un moment donné ne convient pas, ben en fait, le sort en serait définitivement assuré et déterminé. Donc cette question de la possibilité de permettre la construction de parcours dans lequel le droit à l'essai, puisque je suis quand même en grand test et puis je peux rendre à Lionel finalement le concept que je lui ai piqué, me paraît très important. C'est-à-dire il y a un moment donné, il faut arrêter de réfléchir et il faut que les conditions de l'essai soient suffisamment satisfaisantes pour que les personnes se sentent finalement au fond en équilibre par rapport à tout ça. Alors juste quelques éléments du contexte lui-même sur peut-être les impacts du Covid, avant que je revienne à la question du multimodalité, la question finalement de la nature du service CEP. Quand on a travaillé avec les collègues, puisqu'on a travaillé presque plus d'une année sur à la fois les collègues, les personnes, comment finalement la contrainte Covid et donc le confinement, qu'est-ce que ça avait généré? Alors ça a généré quelque chose que du coup on a peu évoqué ce matin, et parce que c'était pas l'objet, mais je voudrais le redire, dès qu'on va parler de transition professionnelle, on va réinterroger la place et le sens du travail. Et je dirais non seulement la place, le sens et la forme du travail. C'est-à-dire que, une expérience que je cite souvent, mais il y a un certain nombre de personnes pendant le premier confinement qui ont découvert qu'en fait, elles n'allaient pas télétravailler. Imaginez, on l'a peut-être éprouvé nous-mêmes, le fait que vous travaillez depuis 20 ans dans une organisation et on considère qu'il y a une hiérarchie des gens qui vont télétravailler et des gens qui ne vont pas télétravailler. Et la question de la reconnaissance finalement de mon travail comme ayant de la valeur a été quelque chose de très puissant, ce qui génère un mouvement finalement très fort d'aspiration à changer professionnellement vers quelque chose qui aurait plus de sens. Et alors, ce qui est très étonnant aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis 15 jours, c'est-à-dire que les préoccupations des personnes qui étaient vraiment corrélées sur le fait que, par exemple, l'achat immobilier, c'est très intéressant à observer, les gens cherchaient plutôt à aller à la campagne, à s'éloigner, à augmenter une pièce pour pouvoir faire du télétravail, et le prix de l'essence, aujourd'hui, réinterroge immédiatement ces choses-là. Je donne cet élément-là puisque depuis 3 semaines, la plupart des prêts immobiliers sont en stand-by, 3 semaines, tout simplement parce que la potentialité d'une inflation forte et d'un prix du carburant augmente fortement. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est vrai aujourd'hui peut être totalement non pertinent demain. Et que dans cette condition-là,
la question de la forme du travail, du lieu du travail, de la rémunération du travail deviennent des enjeux de positionnement pour les personnes qui sont complètement centraux. L'autre élément qui a été beaucoup interrogé, et donc du coup on a eu un certain nombre de publications pendant le Covid, c'est la question de l'utilité sociale du travail. Alors, j'étais avec des collègues, on faisait le point la semaine dernière sur la typologie des projets professionnels des personnes. J'ai jamais eu autant de naturopathes, en fait. Et du coup, si vous avez regardé le numéro d'Arte là, sur les transitions professionnelles, il y a aussi un prototype. Il y a le type qui gérait des données, qui était finalement assailli de contrôle, etc., qui tout à coup se réalise en devenant naturopathe, masseur, etc., ou sophrologue. Alors c'est très bien. Il y a une espèce d'héroïsme de ces situations-là qui du coup peuvent générer des représentations ou des croyances qui amènent à penser que ces processus-là seraient aussi si faciles que ça à mettre en œuvre. Et il me semble que là, il y a une vraie interrogation sur comment l'individu lie l'environnement professionnel dans ce qui serait une destination qui est, dans laquelle il pourrait d'une certaine façon se réaliser. Et là, en l'occurrence, on pourrait avoir un débat intéressant sur qu'est-ce qui fait qu'on peut développer la curiosité sur des secteurs qui, a priori, sont pas prestigieux. Je travaille depuis 2 ans sur la question du capital réputationnel des métiers de service à la personne. Dieu sait que c'est un enjeu. Et on voit bien qu'on peut essayer de continuer à les valoriser, que la question ne va pas se jouer là-dessus, mais qu'il y a bien d'autres paramètres par rapport à tout ça. Puis un dernier élément, c'est la période Covid, le confinement, ça a été la multimodalité. Donc la multimodalité, et donc du coup on a fait une expérience en direct live, là moi le premier, où j'ai dû basculer toutes les formations et toutes les interventions que je faisais à distance. Du coup on n'est pas très bon au début, etc. Puis petit à petit, voilà, est-ce que j'aurais imaginé qu'il y ait 300 personnes qui me regardent et que je regarde une caméra pour dire des choses comme ça? Je pense que c'était tout à fait improbable pour moi. Alors aujourd'hui avec le métavers, on va pouvoir acheter des terrains virtuels avec de la monnaie virtuelle pour faire du conseil virtuel. Le CEP, il y a de la place. Le CEP à distance, c'est l'avenir. Plus sérieusement, ça pose vraiment la question de la présence, de la distance et du virtuel dans les environnements dans lesquels on est aujourd'hui. Quelle heure est-ce? C'est bon, j'ai du temps. Ça va? Quelle heure est-il? 3h moins 20. Je vérifie le temps parce que quand je suis parti, je m'arrête plus. Alors, juste pour résumer cette première partie, quelques points, je vais juste les nommer parce que du coup, je vais y revenir un petit peu après. Ça veut dire que ce qui va être un élément central dans la question des transitions professionnelles, c'est les multiples paradoxes que nous-mêmes on a à gérer dans tout ça, et c'est les paradoxes que la personne doit arbitrer sans arrêt entre ce qui l'intéresserait et ce qui est compatible et ce qui est nécessaire dans la situation dans laquelle elle est. Donc ça veut dire que la question des arbitrages va devenir un enjeu central et que du coup le CEP c'est pas forcément un lieu d'information, j'y reviendrai, mais c'est sûrement un lieu dans lequel je peux mettre à la lumière la nature des arbitrages que j'ai à faire et comment peut-être je peux les ouvrir et comment je peux les réfléchir alors de manière individuelle avec un conseiller, mais peut-être avec un collectif, et on verra ensemble que de ce point de vue-là, sortir tout seul d'un dilemme, c'est très compliqué. Je peux avoir besoin d'un regard tiers et d'une réflexivité partagée, peut-être en apportant moi-même mon aide à d'autres personnes. Donc on peut imaginer que dans les années à venir, la question des groupes d'entraide, de la capacité à fabriquer des communautés de personnes qui peuvent s'entraider, etc., va devenir un enjeu qu'on retrouve dans d'autres pays européens qui me paraît tout à fait central. Une autre dimension qui est très importante, c'est au fond, on pense transition professionnelle avec reconversion professionnelle vers un métier. Ce que montre l'étude de France Compétences aujourd'hui, c'est aussi l'hybridation des formes du travail. C'est-à-dire que la multiplicité de l'activité, alors elle est un peu cachée parce qu'on ne l'a pas aujourd'hui beaucoup dans les statistiques, mais on a nombreuses personnes aujourd'hui qui font un choix de la non-radicalité pour essayer plutôt d'aménager leur situation de travail au regard d'un certain nombre de paramètres sur lesquels elles ont du contrôle et qui vont lui permettre de faire quelque chose qui a du sens pour elles. Très clairement, il y a le futur est perçu comme menaçant et incertain. Alors, les surfeurs se régalent parce qu'effectivement, plus c'est incertain, plus eux, il y a un challenge pour eux. Mais globalement, les surfeurs, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Et on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont le sentiment de la vulnérabilité très forte parce que qu'est-ce que nous a fait éprouver le Covid, alors de façon quasiment physique, c'est l'incapacité à contrôler quelque chose de notre propre avenir et tout simplement l'incapacité à contrôler notre propre espace physique et l'incapacité à contrôler même nos relations avec les autres. Donc, comme expérience de l'empêchement,
je pense que c'est, même dans un laboratoire, on n'aurait pas imaginé faire ça. Et ben si, on l'a fait, on l'a vécu, et on l'a vécu longtemps. Donc ça veut dire que le futur perçu comme menaçant me paraît très très pressant. Quand j'ai fait le Diaporama, je parlais de la crise prévisible de l'emploi après le confinement. En fait, la crise de l'emploi n'est pas du tout là où on pensait qu'elle serait. Donc là aussi, c'est amusant de dire que, au fond, la question de la désynchronisation finalement des aspirations des personnes et en gros des enjeux sur les territoires en termes de main-d'œuvre, de développement de compétences aujourd'hui, on voit bien qu'on ne peut pas la résoudre de manière purement adéquationniste, que le matching avec les algorithmes ne va pas la résoudre, mais qu'en même temps, on ne va pas forcément la résoudre avec la question de la prescription, de la promotion. Donc il y a un espace de travail collectif qui me paraît central aujourd'hui, c'est comment on remet la question des emplois disponibles au niveau des territoires dans un débat dans lequel finalement tous les acteurs peuvent contribuer par rapport à ça. Et il me semble que, et c'est le point que je vais aborder tout de suite, la question de la modalité, du multimodalité deviennent des enjeux, alors là, complètement centraux, parce que se pose immédiatement la question de la capacité à construire finalement un lien relativement solide, un lien de confiance, alors c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, moi je l'appelle plutôt un lien de recours, c'est-à-dire un professionnel sur lequel je peux compter. Et ce professionnel sur lequel je peux compter, c'est un professionnel sur lequel je peux compter pas uniquement sur la question de la rencontre individuelle. C'est quelqu'un qui peut finalement très rapidement m'apporter des ressources, me générer avec moi une simple interaction qui peut être tout à fait utile. Ce qui m'a beaucoup frappé, par exemple, dans le réseau d'émissions locales, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes qui ne veulent plus de rendez-vous individuels, par exemple. Ça, c'est très frappant, et qui, du coup, dès qu'on leur propose un rendez-vous à 3 semaines, on augmente la probabilité qu'ils ne viennent pas. Par contre, dès qu'on crée un accueil ouvert avec un conseiller dédié et plusieurs jeunes qui viennent, immédiatement, on augmente la fréquentation de ce projet. Alors, est-ce qu'on fait la même chose? Évidemment non, mais effectivement, on fait quelque chose qui est de tisser un lien qui est synchronisé avec la modalité préférentielle des personnes. Et il me semble que ça, c'est vraiment un point sur lequel je vais insister maintenant dans la deuxième partie que je vais évoquer tout de suite. Alors, du coup, l'expérience du multimodalité, on l'a tous fait, et du coup, quelles conséquences on en tire ensemble? Alors, juste peut-être en préalable, parce que je ne pourrais pas développer tous ces points, mais il y a juste un point tout simplement technique, c'est-à-dire qu'on en fait l'expérience tous ici. Vous pouvez répondre à vos mails, regarder de temps en temps, écouter André Chauvet et Dimitri, et puis vous pouvez faire d'autres choses en même temps, donc vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. L'avantage du numérique, c'est qu'il nous permet une dispersion qui peut être féconde, c'est-à-dire qu'au fond, la focalisation n'est pas le seul moyen d'être à la relation et d'être aux ressources. Ce qui veut dire que la multiplicité des moyens de communication augmente finalement la possibilité de faire varier les processus de contact. Ça veut dire SMS, chat, plateforme, etc. Et juste parce qu'il y a une ambiguïté qui m'embête beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on réduit la question du distanciel ou la question de multimodalité, la question du numérique. Pas forcément, c'est-à-dire qu'on peut avoir des modes multimodaux qui sont plus éphémères, qui peuvent être de la balade dans un bois, qui peuvent être du coaching dans un parc et jardin, qui peut être un petit collectif, etc. Donc le multimodalité, elle m'intéresse plutôt dans sa capacité à faire varier les modalités pour être synchronisée avec la modalité la plus adéquate par rapport à la personne, sachant que ce qui nous frappe beaucoup, c'est que on a éventuellement une modalité préférentielle, mais cette modalité préférentielle, elle peut varier en fonction des sujets et en fonction des moments. Je vous donne juste un petit exemple, vous pouvez tous en faire l'expérience. Regardez dans les gens avec qui vous êtes en contact, vos amis, votre famille, à qui vous envoyez des mails, à qui vous envoyez des SMS, à qui vous téléphonez, à qui vous envoyez des photos, à qui vous envoyez des liens. Vous allez voir que ce n'est pas les mêmes personnes. Ce qui veut dire que la question même du lien que vous allez louer avec ces personnes, elle est aussi très subtile et ça veut dire que vous faites varier la modalité en fonction de la nature de la relation que vous avez nouée avec cette personne. Donc, du coup, on peut considérer, évidemment, et vous avez raison, que le distanciel va, si on veut faire la même chose avec une autre modalité que le distanciel, ça ne va pas être possible. On aura les bruits techniques, on aura la difficulté à maîtriser des éléments de ce que je suis en train de faire avec mes gestes, etc. Là, simplement le regard, toutes ces choses-là, on ne va pas pouvoir les faire. Par contre, on peut faire autre chose. Et il me semble que ça, c'est vraiment un élément notionnel très important, c'est-à-dire, au fond, la variété des modalités augmente la palette d'intervention de la professionnalité du conseiller. Et on peut le voir aussi comme ça. Alors, du coup, vous l'avez bien compris dans mon propos, c'est pas de dire il faut s'y mettre et il faut absolument s'y mettre. Ça veut dire qu'au fond, si on est dans une logique obsessionnelle comme moi sur que toutes les personnes puissent recourir au CEP et puissent bénéficier d'un service qui leur permet d'avancer, ça veut dire que la question de la modalité, et je pèse mes mots,
dans certaines situations, est plus importante que le contenu du service. Donc vous voyez, je laisse un blanc, ça veut dire que quand je dis ça, les gens sont horrifiés. Ça veut dire qu'au fond, tu es en train de dire que c'est plus important la modalité que le contenu du service. Je ne dis pas ça. Je dis juste que la modalité peut être une modalité qui va activer des gens qui vont venir. Après, si ce n'est pas intéressant pour eux, ils vont partir. Mais ça veut dire que varier les modalités, c'est augmenter la probabilité que vous touchiez les publics de manière différenciée. Donc ça veut dire que le distanciel n'est pas forcément un mode dégradé, il l'est que si on veut faire la même chose. Et là, je termine là-dessus sur ce petit préambule, ça veut dire que le processus d'appropriation peut être amplifié par un processus multimodalité. Alors, par exemple, Françoise, qui gérait un organisme de formation, toutes les questions d'apprenance, elles sont bien sûr liées au processus d'appropriation. Et la variété des modalités d'apprentissage permet à la fois de s'accorder avec les styles cognitifs des personnes, d'utiliser les ressources de l'environnement pour faire le mieux, et aussi d'utiliser les ressources du groupe pour faire quelque chose qui peut être utile. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est simplement la multimodalité peut aussi modifier les rôles de chacun. On peut créer dans une communauté des réseaux d'entraide, par exemple, dans lesquels la personne peut finalement basculer d'un rôle d'être toujours aidé à un rôle où il va apporter sa propre contribution, à la fois au service et à la fois des personnes qu'il peut rencontrer. Donc ça veut dire que la question du multimodal dans un processus d'appropriation est un vrai sujet de recherche pour nous, c'est-à-dire comment est-ce que certaines personnes pourraient être plus à l'aise s'il y a des modalités variées, et si ces modalités variées, elles en ont le choix. Et je termine là-dessus, c'est-à-dire que c'est vraiment un enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en gros, si vous n'avez qu'une option de modalité, vous voyez bien que forcément l'organisation, elle a une modalité préférentielle. J'ai tout à fait conscience des impacts de ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que si on considère que la variété des modalités devient un enjeu de qualité et de notoriété du service, ça pose immédiatement des questions d'organisation centrale. Par contre, si on veut vraiment se préoccuper de la démocratisation des CEP, ça pose la question, finalement, est-ce qu'on n'a pas nous-mêmes un prototype de qualité de service qui serait uniquement lié à l'entretien de face à face, dans une logique confidentielle, dans une logique finalement où on prédétermine les modalités les plus adéquates. Alors je relisais ce matin le cahier des charges, dernier cahier des charges du CEP. En fait, le distanciel est tout à fait autorisé, mais éventuellement. Et la question de éventuellement est tout à fait intéressante, c'est-à-dire que le éventuellement veut dire, bon, si vraiment on n'a pas le choix, quoi. C'était écrit avant le Covid et on voit bien aujourd'hui qu'on l'écrirait sans doute plus différemment, mais ça pose la question d'un futur cahier des charges dans lequel on pourrait se poser la question, alors ce que j'appelle moi les modalités préférentielles, ce qu'on appelle dans le jargon sciences de l'éducation la comodalité, c'est-à-dire comment on peut finalement se préoccuper de la modalité du côté des personnes. J'ai encore 5 minutes, ça ? Oui. 5 minutes. Il est 3h moins 10, donc tu as 10-15 minutes sans souci. D'accord. Alors, du coup, juste pour quelques éléments de détail sur la question il y a d'abord la question de l'outil qu'on va utiliser. Ce qui a été très étonnant dans le Covid, c'est qu'on a bien vu que tous, au début, on n'était pas très bons, hein, moi le premier, pour faire des groupes, pour faire des machins. Puis finalement, on s'est pas si mal débrouillé que ça, et on en est arrivé à faire des webinaires à distance avec la transition Grand Est avec des gens qui écoutent. Ça nous paraissait improbable, et on l'a fait. Ça veut dire que le fait qu'il y ait un lieu virtuel, qu'il y ait un lieu à distance, c'est pas neutre. Ça veut dire que ça crée une communication qui est tout à fait différente. Ça veut dire que vous pouvez avoir une écoute un petit peu différente, un peu comme on podcast en faisant autre chose, etc. Donc ça veut dire que cognitivement, on a une relation à la ressource qui peut être tout à fait différente. Alors, du coup, les indicateurs sont modifiés, la gestion des parasites techniques est très envahissante, hein, mais et c'est là où on peut avoir un débat avec les conseillers, c'est-à-dire qu'on peut avoir un débat, on peut avoir une rencontre plus brève. Et donc, du coup, la question de la temporalité, elle est très présente dans les débats avec les conseillers depuis 30 ans, avec les psychologues du travail, etc. Ce qu'ouvre le multimodalité, c'est le fait que c'est pas parce que le temps de rencontre est bref que le processus n'est pas continu. Et je reviens vraiment, alors du coup, à la pensée processuelle de François Julien. Il dit, en fait, si je suis dans une logique de veiller sur les opportunités et de transformer les opportunités pour en faire finalement une ressource qui me sera utile à moi, et donc du coup d'utiliser les ressources du moment, du coup, processuellement, on pourrait dire que simplement indiquer à la personne que telle entreprise recrute potentiellement telle personne peut être juste un entretien très bref, puisqu'on peut l'intégrer dans un scénario qui a déjà été pré-travaillé. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous réinterroge sur la densité du travail de face à face, et sur la nécessité finalement d'écumer tous les dispositifs pour vérifier tout ça, et finalement la centralité de l'écoute
de la situation de la personne, mais aussi la centralité de produire du temps au-delà de cette synchronisation-là. C'est-à-dire que la question du asynchrone nous interroge beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire si on pense que le CEP contribue à une dimension processuelle, finalement à investir finalement ma recherche dans la transition professionnelle comme étant finalement voilà, un travail à faire, hein, comme je peux faire un travail sur moi, on peut parfaitement penser la dimension asynchrone comme étant tout à fait centrale pour la personne. Il y a un deuxième élément sur la question du multimodalité qui est très intéressante, et c'est une discussion qu'on peut avoir aujourd'hui vraiment techniquement, que moi j'ai beaucoup avec les collègues de terrain sur le CEP, c'est la place des dispositifs en fait. Au fond, qu'est-ce qui est important pour les gens ? Bien sûr connaître les dispositifs, les conditions d'accès, etc., etc. Mais la plupart de ces informations-là, elles existent en termes de ressources ailleurs. Quel est l'enjeu pour la personne ? C'est savoir si le dispositif, il y est éligible et il peut lui être utile dans les scénarios qui là, potentiellement construit. Donc, je n'ai pas réellement besoin d'informations, j'ai plutôt besoin d'une médiation de l'information pour en fabriquer un scénario. Donc, on est plutôt dans quelque chose qui est une espèce de mix entre de l'information et du conseil, je ne sais pas comment l'appeler, d'ailleurs, on pourrait l'appeler de l'info-conseil, et qui, par exemple, dans l'unité d'œuvre, est très important, écouter la situation et essayer de repérer la place que pourraient avoir les différents dispositifs, si dispositifs il y a, me paraît très important, notamment parce que quand on a une information sur un dispositif, on n'a pas toutes les informations cachées, celles qui sont en arrière-plan, celles qui permettent l'élaboration de situations singulières. Et il me semble que ce qui est vraiment en jeu, et notamment le distanciel le permet, c'est qu'il permet des régulations et des itérations régulières sur la question de ces petits détails qui peuvent faire que, ah oui, mais là, les déplacements ne sont pas pris en charge, là, il y a quand même 25 km, là, il y a tant d'heures à tel endroit, là, il va falloir que je cherche moi-même tous ces éléments-là. Ces éléments ne seront pas dans une fiche descriptive, mais qui peuvent être travaillés soit avec la personne, soit finalement dans une intermédiation avec une ressource, avec d'une certaine façon un tiers. Clairement, alors c'est très intéressant dans l'étude que tu nommes, parce qu'on a l'impression que finalement la qualité de la relation est d'abord liée à la qualité de la rencontre. Je pourrais citer plein d'exemples de gens que j'accompagne aujourd'hui que j'ai jamais rencontrés. Alors, est-ce que la qualité est dégradée ? Vous voyez, je laisse une interrogation. En fait, c'est pas la même chose. Mais c'est pas parce que c'est pas la même chose que c'est dégradé. Ça veut dire que la nature même du lien qu'on peut avoir, elle est différente. C'est-à-dire nos indicateurs verbaux, nos indicateurs de partage, nos manières de travailler, le temps qu'on va passer, c'est pas le même. Et est-ce que c'est bien ou pas bien ? À partir du moment où les gens ne peuvent pas se déplacer, il y a un moment donné, tu vas adapter le service à la question de cette modalité-là. Et cette modalité peut être d'une grande ressource en termes de lien. C'est pour ça que ce qui a été très intéressant dans le Covid, c'est vraiment l'idée que ce qui va être central, c'est le lien. Et si on considère que le lien est central, du coup, la modalité peut être un amplificateur de la qualité du lien. Alors, il y a un jeune collègue là, qui a fait une étude sur l'accompagnement et qu'est-ce qu'en avaient perçu les personnes. Et les personnes, finalement, ce qu'elles disent toutes, d'une certaine façon, c'est on peut compter sur vous, tout simplement. C'est-à-dire, on peut compter sur vous. C'est-à-dire qu'on a noué un lien. Alors, comment dire, très intime, ou au contraire, finalement, solide, mais plutôt centré sur cette question-là, mais ce lien est solide, puisque d'une certaine façon, on a construit quelque chose qui n'est pas qu'éphémère. Donc je voudrais vraiment insister sur cette dimension-là, dans un monde très velléitaire et très éphémère, la question de construire possiblement une relation durable en n'ayant pas forcément beaucoup d'interactions est quelque chose qui nous frappe beaucoup, notamment dans les pratiques communautaires sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Et puis, alors, ça suppose, et c'était aussi dans l'étude que tu as évoquée, finalement, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que là, on a une professionnalité qui n'a pas beaucoup été développée. La première chose que nous ont dit les collègues, c'est qu'on ne sait pas faire, c'est-à-dire on n'a pas les gestes qui conviennent. Comme moi, j'ai formé des collègues sur des plateformes téléphoniques, en fait, c'est la voix le seul instrument. Donc, à partir du moment où la voix est le seul instrument, vous ne pouvez pas jouer avec le regard, vous ne pouvez pas jouer avec les mains, comme je le fais actuellement, vous jouez sur d'autres modalités. Si vous êtes au téléphone, si vous écrivez des SMS, si vous écrivez des mails, vous allez avoir des styles de communication qui sont différents, qui nécessitent le développement finalement de gestes professionnels qui sont tout à fait adéquats et qui sont tout à fait qui le permettent tout à fait. Alors du coup pour terminer sur cette question de la mobilisation du public et de la question de l'appropriation, peut-être quelque chose qui est un peu en continuum dans toute la journée, c'est-à-dire qu'au fond, c'est passer de mode chronologique et planificateur à des modes itératifs dans lequel le processus, et le mot processus est important, permet à la personne d'avoir un lien, de savoir sur qui compter, mais d'avoir des ressources chemin faisant au regard de la singularité de ma situation, mais au regard aussi
de l'évolution de mon propre processus et de l'évolution peut-être des priorités qui sont les miennes. Or, la logique dans laquelle on est aujourd'hui, si on regarde l'histoire des diagnostics, par exemple, des freins périphériques dans les métiers de l'accompagnement, on est quand même fasciné sur notre capacité, notre propension finalement à fabriquer des diagnostics fixistes qui finalement réduiraient les personnes aux difficultés qu'elles peuvent éprouver. Penser le CEP dans une logique processuelle, c'est d'abord avoir une considération pour les personnes sur le fait qu'elles ont des ressources et que notre travail, ça va être de travailler avec elles sur un environnement qui est capacitant, qui est mobilisateur pour elles et qui est adéquat. Et de ce point de vue-là, la modalité est centrale. Alors, du coup, je veux terminer par quelques mots sur la question justement de la personnalisation. Alors, du coup, c'est un débat que je trouve qu'on a ouvert ce matin qui me paraît tout à fait essentiel, c'est-à-dire que alors, on a un risque, le risque qu'on connaît bien en France, c'est-à-dire faire toujours plus de la même chose, c'est-à-dire l'accompagnement renforcé, c'est plus d'heures. Donc ça pose un problème sur le fait que la question n'est pas toujours là, c'est-à-dire que si vous rajoutez un peu plus de numérique, vous rajoutez des chats, si vous rajoutez des entretiens plus longs, etc., on n'est pas sûr que ça va produire les effets attendus, même si ça peut avoir une aide circonstancielle pour un certain nombre de personnes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'une itération et d'une ingénierie d'un accompagnement itératif multimodal dont on pourrait penser qu'aujourd'hui il est finalement à ses tout débuts et que là je rejoins tout à fait ce qu'ont dit Françoise et Nathalie ce matin. On a une vraie réflexion à avoir sur comment le public, les professionnels de terrain, les donneurs d'ordre finalement s'allient sur cette question dans laquelle il y a clairement la fabrication du commun et comment on le fait pour que ça puisse évoluer. Il y a un élément central de la personnalisation et qui me paraît central, qui peut être occulté, que le CEP, c'est pas la production d'informations, c'est d'abord une rencontre. Et il me semble que si on valorise pas le fait que c'est une rencontre entre êtres humains, c'est une personne, on l'appelle par son prénom, très très vite les algorithmes nous remplaceront. C'est-à-dire que la question même de la remplaçabilité du professionnel n'est pas un débat fictif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on lit Cynthia Fleury, la philosophe, sur le concept d'irremplaçable, vous savez que je pense que les professionnels sont irremplaçables, mais ils ne sont pas irremplaçables sur tout. Donc ça veut dire que la question de la dimension éminemment subjective d'une rencontre qui tisse du lien avec les personnes et qui lui permet d'élargir la focale qui est la sienne me paraît tout à fait centrale aujourd'hui. C'est-à-dire que le CEP et le Conseil en évolution professionnelle et transition professionnelle ne sont pas réductibles à un stock d'informations qu'on diffuserait, mais bien à la capacité d'une relation et de construire quelque chose avec la personne qui lui permet, alors là encore une fois, de vivre une vie qui a de la valeur à ses propres yeux. Alors je voudrais terminer peut-être sur les enjeux d'une personnalisation réelle, et donc du coup pourquoi j'ai utilisé le terme d'inventivité circonstancielle. C'est au fond, dans le collectif Kelva, on a une ligne fédératrice qui est l'art d'accompagner autrement, et on a mis l'art d'accompagner autrement. C'est-à-dire qu'au fond, l'activité de CEP n'est pas réductible à des procédures et à des prototypes. L'inventivité circonstancielle, c'est la capacité que chaque professionnel puisse mettre du sien dans la relation qu'il découvre, sans imposer le prototype relationnel qu'il pourrait avoir l'habitude de mettre en place, et identifier les ressources et les modalités qui seraient les plus adéquates dans la situation. Ce qui veut dire que ce n'est pas réductible et réducteur à la seule relation individuelle, c'est la possibilité d'utiliser une pluralité de moyens au service des préoccupations de la personne, en essayant de préserver d'une certaine façon le cadre éthique qui est le fédérateur de notre professionnalité, mais peut-être qu'il serait urgent aujourd'hui de le repenser et de le retravailler avec l'ensemble des parties prenantes, avec l'idée aussi qui me paraît importante, c'est que les métiers de l'accompagnement et du conseil, je l'ai dit ce matin en discutant avec les collègues, il a été d'abord produit, non pas par une nécessité sociale, mais par l'élaboration de la puissance publique de cahiers des charges. Donc il a été très influencé par la question de la conformité. Et il peut y avoir une conformité financière, il peut y avoir une conformité de résultats, il peut y avoir une conformité juridique, tout simplement. Et peut-être qu'on a perdu de vue la question de ce qu'on pourrait appeler la pertinence situationnelle, c'est-à-dire au fond, faire ce qui convient en situation. Et pour faire ce qui convient en situation, il faut accepter que ce qui convient avec François n'est pas duplicable à ce qui convient à Françoise. Merci beaucoup.
Merci André. Alors, je peux tout de suite te rassurer sur le fait que, de manière asynchrone, tes blagues font rire l'auditoire qu'on ne voit pas. Je peux te rassurer là-dessus, je le vois dans le chat, ça réagit bien. Alors, au-delà de ça, on a surtout des réactions qui vont dans le sens des propos que tu tiens, notamment sur les questions de dichotomie entre la réalité d'une forme d'injonction politique sur voire institutionnelle, sur le service tel qu'il devrait, entre guillemets, se délivrer, et une vision plus... alors la personne en question parle presque d'utopie d'un CEP qui s'écarte parfois dans une traduction qui ne correspond pas forcément à ces injonctions. Donc on sent, comme Nathalie l'évoquait aussi ce matin, que ces tensions-là entre des attendus politiques, institutionnels, et la réalité du terrain est encore très forte et pèse autant sur le professionnel que sur le bénéficiaire. On a également une remarque qui va aussi dans le sens des propos que tu tenais, qui dit en gros on est dans les grands principes d'une forme d'éducation populaire, la conscience de l'importance de penser et se mouvoir dans la complexité des situations, des ressources, des postures, des dispositifs. Et le commentaire précise, cela renforce ma croyance de l'importance de travailler le développement des compétences psychosociales avant tout. Alors c'est intéressant la référence à l'éducation populaire, juste pour revenir, parce que du coup, vous repérez évidemment, j'ai cité Alexandre Letellier, je pourrais citer Cynthia Fleury, mais effectivement, il y a alors Dewey, par exemple, sur la philosophie pragmatique, ou plus récemment l'éducation populaire, qui finalement avait d'une certaine façon anticipé des choses qu'on redécouvre aujourd'hui de façon étonnée, alors que du coup les principes de l'éducation populaire, revisités par la puissance du numérique, peut donner des choses tout à fait intéressantes. Et là, il y a des ingénieries renouvelées tout à fait passionnantes à construire. Alors là, j'en suis absolument convaincu. Alors je garde un œil plutôt sur le chat si d'autres questions arrivent, mais je voulais revenir justement sur cette question de temporalité qui est revenue aussi plusieurs fois au cours de la journée, et notamment ce que tu exprimais autour de la question de la durée de l'accompagnement. On sent que c'est des débats qui sont encore très présents, les questions de durée d'accompagnement, comme s'il y avait une association d'idées en quelque sorte entre la durée de l'accompagnement et la qualité de l'accompagnement, ou sans parler de qualité, de garantie de résultat, d'avoir une durée longue. C'est-à-dire que souvent, la question qui se pose, c'est de comparer le CEP au bilan de compétences. Et quand on compare un service comme le CEP avec le bilan de compétences, souvent, ce qui revient, justement, c'est cette notion de durée. De se dire, on n'est pas sur les mêmes durées. Donc, du coup, ça ne donnera pas forcément les mêmes résultats si on a recours à l'un ou à l'autre. Alors, est-ce que ça joue aussi, finalement, est-ce que ça ne remet pas en question le professionnel lui-même? Parce que souvent, cette importance de la durée de l'accompagnement peut répondre parfois presque à un sentiment d'efficacité personnelle, de se dire il faut que je donne le maximum, donc dans une durée relativement conséquente, entre guillemets, ou en tout cas adaptée, pour pouvoir délivrer le maximum à la personne, et pour se rassurer presque en tant que professionnel de ne rien oublier. Alors du coup, la question est redoutable, parce que du coup, je vais me faire des ennemis là tout de suite. Du coup, c'est intéressant ce que tu évoques, parce que j'ai été plus de 10 ans conseiller bilan de compétences au début du dispositif. Donc du coup, là, je vais peut-être répondre en termes de praticien, d'une certaine façon. C'est un débat que j'ai toujours eu avec moi-même. C'est-à-dire que j'étais choqué par finalement la simultanéité de pensée, le fait que plus en fait on couvre l'intégralité du champ, plus au fond la prestation est pertinente. Et du coup, j'avais un débat avec mes collègues qui me disaient oui, mais t'as pas fait les questionnaires d'intérêt, t'as pas fait les questionnaires de motivation, t'as pas fait. Donc du coup, j'avais l'impression, c'est un peu comme la liste des ordonnances là, il faut faire la checklist de tout et le bilan ce serait l'inventaire. Alors évidemment, je caricature parce que c'est loin d'être ça aujourd'hui, mais ça pose la question d'un professionnalisme qui co-élabore
la solution la plus adéquate. Et du coup, c'est le débat que j'ai moi-même avec les institutions aujourd'hui, la différence entre la conformité et la pertinence. La pertinence est toujours située, c'est-à-dire qu'en fait, on a une personne en face de nous, je ne peux pas prédéterminer la durée qui sera nécessaire. Donc moi, je serais plutôt aujourd'hui pour finalement laisser une latitude d'alliance de travail, d'une certaine façon, à déterminer les moyens les plus adéquats par rapport à ça. Par contre, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'il va réinterroger. Enfin, Pascal, à ce moment, on était ensemble au groupe de travail sur le bilan de compétences, on a travaillé sur les modèles économiques, on voit bien que du coup, ça pose des questions de rémunération du service, de planification du service, d'élaboration des cahiers des charges. Mais je voudrais juste dire que j'interroge un prototype, c'est-à-dire qui est simplement le fait qu'il y aura un lien entre la pertinence du service, je suis bien précis là-dessus, la pertinence du service et la durée d'exposition au conseiller. Vous voyez, comme je le dis, ça veut dire que, du coup, si j'ai pas de processus, c'est-à-dire que si j'ai pas réussi à permettre quelque chose pendant le processus-là, bien sûr qu'il peut ne rien se passer. Mais est-ce si grave si finalement le one-shot, c'est donner un coup de main à une personne qui peut se débrouiller toute seule et qui est capable de le faire? Ça peut le faire. Mon souci plutôt, c'est d'essayer d'imaginer des services qui, en termes de densité, et pour des raisons aussi de présence et d'usage social, c'est-à-dire faire des dispositifs longs, ne sont pas toujours aujourd'hui ce qui est souhaité par les professionnels, par les personnes elles-mêmes. Donc ça veut dire trouver une articulation un peu féconde et pertinente entre la durée de la rencontre, la durée du processus et en fait le synchrone et l'asynchrone. Donc on voit bien, alors là du coup je suis dans une utopie de service, c'est-à-dire l'idée même qu'on pourrait construire un service totalement autogéré dans lequel effectivement on pourrait concilier multimodalité, pertinence de l'intervention, recours à des ressources tierces, etc., groupes communautaires, etc. Je suis en train de dessiner un service tel que je l'aurais rêvé, voilà. Oui, parce que ça a tendance, le distanciel, comme exactement dans le milieu de la formation, justement, où finalement on re-questionne les rôles de chacun, où on va placer réellement les personnes en situation d'être acteurs. Et donc, comme l'évoquait d'ailleurs Françoise ce matin, de se former et non pas les former. Donc du coup, dans un rôle plus impliquant, bien sûr, mais qui questionne aussi justement le rôle du professionnel, sa valeur ajoutée en quelque sorte. Oui, complètement. Alors juste peut-être pour terminer là-dessus, parce que du coup Françoise et Nathalie, ça va leur parler, mais du coup classe inversée, quoi. C'est-à-dire globalement, si tu regardes juste ce que c'est qu'une classe inversée, les ressources sont au service de la question. Donc du coup, formuler la question me paraît plus important de savoir toutes les ressources à couvrir. Et mes collègues hier qui me disaient, oui, il y a des jeunes, il faut absolument qu'ils aient un atelier confiance en soi, quoi. Voilà, je me pince, quoi. C'est-à-dire, je me dis, j'ai rien contre, mais ça veut dire que represcrire des ateliers de confiance en soi, quand même, c'est une double injonction tout à fait étonnante, avec des professionnels extraordinairement mobilisés, qui ont vraiment un talent et un savoir-faire, mais ça veut dire que les questions d'ingénierie sont aujourd'hui, de mon point de vue, maltraitées. C'est-à-dire qu'on ne les traite pas dans une logique de problématisation partagée qui permettrait de construire des choses qui sont, au fond, qui ont ce que j'appelle moi une pertinence situationnelle, c'est-à-dire elles ont une pertinence situationnelle, et pour avoir cette pertinence-là, il faut la co-construire avec les personnes en situation. Et du coup, le CEP, moi je trouve une réelle avancée par rapport à ça, parce que Pascal a parlé de référentiel de service, mais vraiment se préoccuper de la coélaboration, de la place de la personne, de la considération, de l'intermédiation. Tout ce qu'elle a évoqué me paraît aujourd'hui extrêmement utile, même si j'ai tout à fait conscience que c'est compliqué, que le système d'information est contraignant, etc. Mais je crois beaucoup qu'il y a une avancée vraiment très importante par rapport à ça. Oui, on voit du coup qu'il y a vraiment une notion de temporalité, parce qu'on parle à la fois de là, en l'occurrence, d'instantanéité aussi des choses, pas forcément d'immédiateté, mais en tout cas d'instantanéité, de se dire il faut aussi s'ancrer dans l'instant pour pouvoir proposer quelque chose de pertinent sur le moment, oui, sans trop se projeter non plus à long terme. C'est-à-dire que si je reprends François Julien, il développe le concept finalement de kairos, saisir l'occasion. Mais l'occasion, elle n'a pas un calendrier. L'occasion, tu la saisis quand elle se présente et tu la transformes en utilité pour toi à partir du moment où tu l'as reconnue. Donc il me semble que pour saisir une opportunité, il faut que tu la reconnaisses et que tu la rendes utile dans le scénario que tu as construit. Or, elle sonne pas, quoi. Ça veut dire que du coup, la question de l'instantanéité peut être perçue dans la question du kairos, c'est-à-dire dire c'est tombé, là, j'ai ce truc là qui vient d'arriver, j'attends 3 semaines pour avoir un rendez-vous. Et donc du coup, l'instantanéité et la volonté d'immédiateté me paraît pas un problème. C'est la capacité à
gérer les temps courts et les temps longs, je dirais même les temps moyens. C'est-à-dire que ce qui va être caractéristique des processus de transition aujourd'hui, c'est la conciliation des temps. C'est arriver à concilier dans une même stratégie l'immédiateté et le temps court, la capacité d'utiliser des moyens à moyen terme et à utiliser finalement ces bouts de parcours pour en faire quelque chose qui aura réellement du sens pour toi, mais qui pourra te permettre d'ouvrir d'autres portes que tu ne connais pas aujourd'hui, qui émergeront du chemin, dirait François Julien. Voilà. Oui, mais qui émergeront peut-être plus tard, mais on ne sait pas exactement. Ou pas du tout d'ailleurs, effectivement. Très bien. Alors, Nicolas est toujours avec nous. On a très envie de voir comment il a rendu ces échanges de son crayon. Oui, Dimitri, je suis bien sûr toujours avec vous. C'était pour moi un sprint graphique, ce qui vient de se passer, mais c'est passionnant. Et voici ce que j'ai pu en capter. D'abord, Dimitri, tu nous as introduit le sujet des modalités à distance, comment le service peut s'adapter. André, donc, qui explique qu'il va essayer de nous apporter un éclairage sur ce changement de mode distanciel, présentiel. Alors, on ne fait pas la même chose, mais doit-on faire la même chose? C'est une question. La sémantique n'est jamais neutre. L'incertitude est une norme. C'est aussi un verbatim qui était vraiment très intéressant à noter. Est-ce qu'on est bien en veille de ce qui se passe? La reconversion, c'est un risque qui est amplifié à notre époque. Donc c'est un sujet bien évidemment qui est à travailler. Donc vous voyez, on a mis un petit personnage qui est totalement en immersion pour travailler sur le risque. Il faut savoir écouter. Donc voici un animal qui lui a de grandes oreilles qui lui permet d'écouter. Et puis il y a aussi cette notion de construire chemin faisant que j'ai noté, qui est vraiment passionnante parce que c'est la vie finalement. Avec ce panneau, pas de destination. Et puis on va plutôt aller chercher une opportunité. Et puis il faut savoir la reconnaître. Le multimodal et notamment le numérique permet aussi une forme de personnalisation. Par exemple, là, j'ai bien aimé le petit exemple du chat qui passe derrière le personnage. Donc on peut dire, finalement, il est humain, le gars-là, il est normal, il est comme moi. Sauf si j'aime les chiens, ça n'a rien à voir. Ce qui est vrai aujourd'hui peut être remis en question demain. C'est tellement d'actualité. Donc le gars vite à la campagne après le confinement, et puis là, zut, le carburant. Voilà, donc attention à ça. Le CEP m'aide à arbitrer. Donc c'est un contexte qui est flippant effectivement à l'heure actuelle. Donc travaillons ensemble, c'est vraiment l'intérêt de co-construire. Et puis je suis mes petites flèches, vous voyez. Plus il y a de modes de communication, plus il y a de possibilités créatives, c'est ce que j'ai pu retenir. En fait, c'est du lien personnalisé. On va s'adapter à la personne et aussi on va s'adapter en fonction du canal qu'on va utiliser. Donc le multimodal, c'est une ouverture et puis un choix. Voilà, donc on a d'un côté le CEP en numérique et puis à droite, il est vraiment en présentiel avec son badge. Question temporalité, l'asynchrone est centrale. L'essentiel étant le lien, c'est ce que j'ai pu noter. Donc là, on voit une personne entourée de multi-modes et de multi-temporalité aussi. Le processus, vous avez des ressources. C'est au CEP donc d'utiliser ces ressources pour construire un parcours. C'est donc une capacité relationnelle. Et puis notamment une des techniques serait d'identifier et d'accompagner. On ne duplique pas un processus, on le personnifie. C'est ce qui fait un petit peu la victoire. Et puis là, j'ai dessiné notre orateur en penseur, donc conformité vs performance, that is the question. Et c'est une très bonne question. Et Dimitri, vous voyez, j'ai pas encore fini de l'écrire tellement vous avez été très très prolixe. Il faut s'ancrer dans le présent pour pouvoir répondre à certaines situations. Merci pour votre attention, voilà pour ce que j'ai noté. Merci Nicolas, tu as les félicitations de l'auditoire qui effectivement te félicite pour le sprint graphique et bien sûr nos félicitations aussi parce que ça retranscrit parfaitement et ça résume parfaitement tout ce qui a été dit depuis ce matin et notamment là où il y avait un vrai challenge avec André qui le sait, qui a un débit de parole conséquent, mais toujours riche.
Est-ce que, André, tu veux un mot de la fin, comme pour les autres intervenants ? Oui, j'ai du mal finalement à boucler parce que je pense que beaucoup de choses ont été. Je pense que j'aurais envie de dire que sur le terme il faut s'ancrer me paraît intéressant, c'est-à-dire que la question de l'ici et maintenant va devenir la norme en fait. Donc ça veut dire que le risque c'est de hiérarchiser les projets en fait. Et je suis très gêné par aujourd'hui une opposition, une radicalité finalement à des projets attractifs, mobilisateurs, qui auraient du sens pour soi et des choses qui seraient juste des projets alimentaires, etc. Je déteste cette sémantique-là. Je pense qu'au fond, tous, à certains moments de notre vie, on a besoin d'utiliser des chemins de traverse et j'aurais très envie de dire que, au fond, je déteste les gens qui font de la randonnée, qui ne regardent rien sur leur passage parce qu'ils ont un but à atteindre et les gens qui font de la rando avec moi me détestent parce que je trouve toujours des choses à regarder sur les chemins de traverse. Donc j'aurais plutôt tendance à dire accompagner les personnes à ouvrir leurs horizons à des possibilités cachées pour elles me paraît un enjeu peut-être de développer la curiosité de chaque personne et de peut-être veiller sur un environnement dont on ne peut pas prédire la pertinence et l'utilité des ressources qui mettent à notre disposition. Voilà. Merci. L'image de la randonnée renforce l'image de penseur que Nicolas a croqué en démarche aristotélicienne, de celui qui parle en marchant et qui pense en marchant. Merci beaucoup André. Merci On va maintenant faire une pause avant ensuite d'enchaîner avec l'étape de table ronde où on va réunir les 3 intervenants du jour, donc Françoise Larabois-Carré, Nathalie Lavielle-Gutnick et André. On vous proposera une séquence interactive de questions-sondages qui serviront aussi à alimenter les échanges entre nos 3 intervenants. Donc on se retrouve à 15h45 pour la dernière étape, la table ronde, pour cette journée. Profitez de cette pause comme vous le souhaitez et on se retrouve juste après. Merci.